Alors, concluons cette deuxième partie et essayons de confronter les trois modèles que l'on a vus à la réalité. Évidemment, les conclusions auxquelles nous arriverons sont très partielles, au même titre que d'autres explications permettraient une analyse plus fine. Il faudrait des études plus approfondies des électorats et des résultats des élections. Mais malgré tout, il y a des choses frappantes, et nous sommes en classe de première, donc pas besoin de surcharger. Souvenez-vous, nous avions opposé le département des Hauts-de-Seine, le 92, à celui de la Seine-Saint-Denis, le 93. Nous avions montré que les populations n'étaient pas les mêmes, et, pour reprendre une certaine terminologie, nous avions beaucoup d'individus de la classe aisée dans le 92, on pourrait aussi parler de classe dominante, et beaucoup d'individus de la classe populaire dans le 93, on pourrait parler de classe dominée. Eh bien, sans peu de surprise, plus du tiers des électeurs du 93 a voté Mélenchon au premier tour de la dernière présidentielle, Mélenchon qui est sorti vainqueur dans le 93. Mélenchon, c'est le leader de la France insoumise que l'on place à l'extrême gauche et qui se présente comme un parti, la France insoumise, un parti des opprimés ou des dominés. Cela tendrait à confirmer l'idée que les variables lourdes sont des déterminants du vote ou que l'approche psychosociologique fonctionne puisque le 93 vote massivement et traditionnellement à gauche d'une génération à l'autre. Le constat pourrait être le même dans le 92. Le 92 vote massivement à droite, Fillon a recueilli 29% des voix aux dernières présidentielles et l'UMP, anciennement RPR et actuellement PR, est connu pour être avant tout un parti plutôt conservateur et un parti représentant les propriétaires ou ceux qui gagnent bien leur vie. Il y a tout de même un bémol puisque le candidat qui est arrivé en tête est Emmanuel Macron avec 32% des voix. Alors, il est vrai qu'une étiquette de président de droite est accolée à Macron, ce qui ferait Macron plus Fillon égale 61% des voix, sauf que en 2017, ça n'était pas encore le cas où c'était très flou. À gauche, on disait qu'il était de droite, à droite, on disait qu'il était de gauche. Alors ici, la théorie du vote sur enjeu est tout à fait acceptable. Fillon était miné par des affaires d'emploi fictifs. Il avait peu de chances de gagner, stratégiquement ou rationnellement, il fallait mieux minimiser les pertes en votant pour celui qui présentait le moins de danger et qui potentiellement pouvait être élu. Ce candidat, c'était Emmanuel Macron. Le vote Macron est intéressant. Macron se présente comme ni de gauche ni de droite. Il n'a pas de parti, il va en créer un. Mais donc ce parti n'a pas d'histoire. Par rapport à la théorie des variables lourdes, qui représente-t-il? Les ouvriers ou les cadres? Les jeunes ou les vieux? Les femmes ou les hommes? Les urbains, les périurbains ou les campagnards? Les salariés ou les indépendants? On pourrait continuer. Par rapport à l'approche psychosociologique, il ne peut y avoir vraiment de relation affective puisqu'il n'y a pas d'histoire véritable du parti. Ou même d'histoire véritable de Macron, qui était un débutant en politique. Par contre, à gauche, on se dit que Hamon, qui se présente pour la gauche, n'est pas crédible, ne peut pas gagner. À droite, on l'a vu, Fillon ne peut pas gagner non plus. Rationnellement, à gauche comme à droite, il fallait mieux voter Macron. À gauche, pour éviter que Marine Le Pen ne puisse gagner. À droite, pour éviter que Mélenchon ne puisse gagner. Donc, il est possible que pour cette dernière élection présidentielle, la théorie du vote sur enjeu ait prédominé. Malgré tout, on ne peut pas abandonner les deux autres théories. Par exemple, historiquement, les catholiques votent à droite. Et selon l'Institut de sondage Ipsos, à la dernière présidentielle, 51% des catholiques pratiquants ont voté Fillon au premier tour. C'était leur premier choix, évidemment, à 51%. Deuxième exemple, les jeunes votent plus à gauche que les vieux. Toujours selon Ipsos, 30% des 18-24 ans ont voté Mélenchon, qui était leur premier vote. Et qui arrive en tête chez les plus de 70 ans? Fillon, avec 45% des voix. Donc, tout cela pour dire que les théories sont complémentaires, mais attention, il est possible que certaines théories aient une plus grande force explicative à un moment donné, ou pour un type d'élection donné.